Je suis très, très contente d'être avec vous ce matin midi. Merci, Georges aussi. Enfin, je pense que je vais rebondir. D'abord, féliciter l'IRIPI pour ce très beau document, ce très beau guide qui a demandé énormément de travail. Donc, une très grande félicitation et je suis sûre qu'il sera très utile. Et rebondir sur tes dernières paroles, Georges. Donc, en fait, cette idée que dans les temps, et qui est important pour dans cette 5e vague de Covid, cette idée que de l'adversité sort habituellement, même quand c'est difficile, même quand c'est douloureux, des apprentissages qui peuvent nous être utiles en tant qu'humains. Donc, c'est une façon de garder cet espoir en disant quand on passe au travers, quand on parle de choses difficiles, il y a aussi toujours cette petite lueur. Que sommes-nous en train d'apprendre et qu'est-ce qui peut nous aider à être des meilleurs humains ensemble? Alors, Habib m'avait demandé ce matin de parler quelques minutes de cette question polarisation, violence et jeunesse, où en sommes-nous? Et j'ai hésité, et puis là j'ai dit à Habib, mais je ne veux pas vous faire un PowerPoint, une présentation ce matin, pas parce qu'il n'y a pas de chiffres, il y en a beaucoup. Et ceux qui veulent des chiffres, eh bien, écrivez-moi et je vous enverrai des articles et des tonnes de chiffres. Mais parce que ce que j'aurais souhaité ce matin, c'est plus avoir avec vous une conversation. C'est de dire, on est dans des enjeux difficiles, on est dans des enjeux qui sont inquiétants en ce moment. Alors, comment est-ce qu'on se situe dans ce contexte-là? Donc, le message premier, et ensuite on arrivera au que faire, c'est le paysage au niveau de la violence des jeunes ces temps-ci change rapidement, il bouleverse et dérange nos conceptions d'adultes et nos conceptions d'enseignants et de chercheurs. Donc on est dans quelque chose, les choses changent. Est-ce qu'il s'agit de choses qu'on a déjà vues dans le passé? En partie oui, en partie non. Mais au niveau de l'intervention, et surtout pour vous qui êtes sur le terrain, c'est un petit peu comme si on était dans un train à grande vitesse et on se demande, mais où on va, hein? Et ça, je pense que c'est important de voir parce que je reprendrai des exemples montréalais pour cette année au niveau du changement du paysage de la violence chez les jeunes. On est dans des phénomènes qui changent tellement vite que la recherche ne suit pas et au niveau de l'intervention, on est déstabilisé. Donc, ça, c'est important comme prémisse générale de se dire, OK, quand on va dans un train qui va très vite et où on ne sait pas trop où on va, on a besoin de recréer de la solidarité dans le train parce que sinon, on risque de se laisser envahir par la panique. Donc, c'est peut-être le premier message. Alors, qu'est-ce qui appartient à ce qui se passe dans les dernières décennies? Donc, quelques repères. On l'a dit, on l'a souvent dit ici à Maisonneuve, à Rosemont, dans l'enquête sur les collèges qui avait commencé en 2016, la polarisation sociale et politique actuelle s'appuie donc avec la frange de légitimation de la violence, s'appuie essentiellement sur des inégalités intérieures à nos sociétés qui sont grandissantes, des inégalités sociales, une perte de repères identitaires qui est liée aussi à la mondialisation, un ébranlement des grands récits nationaux, religieux et autres. Donc, toutes ces transformations amènent une perte de repères, des inégalités qui augmentent et pour la jeune génération, donc les jeunes dont vous prenez soin, une incapacité à se projeter dans le futur parce que le futur de la planète est incertain. On parle de changement climatique, mais le futur social de la planète est aussi incertain. Et ce que ça amène, et là-dessus on a beaucoup de données, c'est donc un lien entre la sympathie pour la radicalisation violente, donc la légitimation de la violence, la détresse psychologique qui est liée à cette incertitude et une incapacité à voir le futur. Donc ça, c'est des résultats qu'on avait d'abord eus en 2016 et qui depuis se sont accentués. Donc le lien entre sympathie, légitimation pour la violence, dire c'est correct d'utiliser la violence pour changer les choses, et le fait que je me sens en détresse, je me sens désespérée et je pense que le futur ne m'apportera rien, ce lien-là
augmente avec le temps en ce moment. Alors, regardez comment ça se traduit dans l'actualité. Ça se traduit par, on vient de célébrer les événements du Capitole. Les événements du Capitole, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la violence est nécessaire pour reprendre le pouvoir. Hein. Donc, la démocratie américaine, la plus grande démocratie mondiale, n'est plus légitime. Et ça, c'est sérieux. Il faut entendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on sait du Canada? Très bon article dernièrement, quelques jours, disait 18% des Canadiens pensent que M. Biden n'a pas gagné les élections. Donc, 18% des Canadiens pensent que reprendre le pouvoir par la force, c'est aussi légitime. Et c'est ce qu'on trouve dans les recherches. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant la pandémie? Donc, on a cette toile de fond. Donc, la pandémie a eu et a encore un effet d'accélérateur. Un effet d'accélérateur où la confiance des personnes en général et des jeunes en particulier dans nos systèmes, dans notre démocratie, dans nos institutions est ébranlée. Alors, il y a un lien et on a une étude donc, datant de novembre passé en Alberta, en Ontario et au Québec sur les jeunes. Là, on parle des jeunes adultes, donc des gens qui sont de l'âge d'aller à l'université ou au collège, qui montrent un lien entre capital social bas, donc plus on est pauvre, moins on est éduqué, plus on a un problème à avoir un emploi, et plus cette confiance est ébranlée, plus on va adhérer à des théories de la conspiration, plus on va être en détresse psychologique. Et donc, tout ça fait un tout qui va se traduire ensuite très, très concrètement par des positions anti-vaccins et des positions anti-institutions. Ce qui est très important dans toute cette mouvance-là et qui est difficile en ce moment à cause de la polarisation, c'est de se dire, attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a une légitimité à la critique de nos systèmes. Il y a une légitimité à la critique de nos systèmes scientifiques. Il y a une légitimité à la critique de nos systèmes politiques. Nous ne faisons pas une assez bonne job en ce moment. Donc, quand les jeunes nous disent « vous ne faites pas une assez bonne job », ils ont raison. Quand ils disent « les compagnies pharmaceutiques, c'est un énorme lobby qui fait beaucoup d'argent avec la situation », ils ont absolument raison. Bon, ça ne veut pas dire que je suis contre le vaccin, au contraire, et je vais en faire la promotion. Mais vous voyez la perte d'espace critique, la perte de la capacité de dire les lobbies pharmaceutiques sont une engeance et la science n'a pas été objective et a été en collusion avec les lobbies pharmaceutiques dans les dernières décennies, ça c'est tout à fait vrai, c'est prouvé et c'est très très bien établi. Alors qu'on essaye de s'en sortir et de faire mieux maintenant, c'est parfait. Et donc, quand vous voyez la perte de confiance des jeunes dans nos institutions, comme on est dans une situation polarisée, si on dit les jeunes n'ont pas raison et on va les convaincre qu'il faut qu'ils nous fassent confiance, mais je pense qu'on est aussi polarisé que les gens qui adhèrent à QAnon et qui disent vous êtes tous des pourris. Donc vous voyez, cette question de la polarisation se pose autant au niveau de l'hyperorthodoxie de nos sociétés, qu'on voit très bien à l'œuvre maintenant autour de toute la crise pandémique, que dans les dérives extrémistes, qu'elles soient d'extrême droite, suprémacistes, masculinistes, qui bien sûr disent beaucoup de bêtises, mais disent aussi et parlent aussi de quelque chose qui est très vrai, qui est ce sentiment de qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que nous faisons comme société et comment est-ce qu'on peut avoir confiance, comment on peut, comme jeunes, imaginer un futur dans cette condition-là. Donc, globalement. Un deuxième point, et alors on a beaucoup de données sur ce premier point que je viens d'aborder, si jamais vous voulez des études, on en a durant la pandémie sur 7000 sujets dans les collèges québécois, dans les universités québécoises. Toutes ces relations-là se répliquent et sont extrêmement robustes. Donc, on n'est pas du tout dans des petites trouvailles statistiques, on est dans quelque chose qui est d'étude en étude de plus en plus solidement établi. Quelle est l'autre question donc, qui se pose, dont je voulais vous parler ce midi? C'est la question de la façon dont il faut maintenant repenser la violence. Donc, on a tendance à penser la violence chez les jeunes, mais aussi dans la société, à partir de silos spécialisés. Donc, il y a la violence interpersonnelle, la violence faite aux femmes et la violence conjugale. Ça, c'est un silo.
Il y a la violence des gangs, qui est un autre silo. Il y a, et qui est lié en partie au crime organisé. Il y a la violence extrémiste et ce qui touche la sécurité nationale, qui est un autre silo qui appartient à des organisations terroristes, politiques et ou religieuses, comme ça a été dans le cas dans les années 2016, bien identifiées. Donc ça, ce sont nos silos traditionnels, il y en a sans doute d'autres. Actuellement, le défi, c'est que je pense que cette vision en silo ne tient plus. Elle ne tient plus au niveau de la violence conjugale et on est en train de travailler là-dessus, c'est-à-dire que l'augmentation des féminicides au Québec, mais aussi en Ontario, ils en ont plus de 58 cette année, donc c'est une épidémie, c'est directement en lien avec les discours circulants sur la misogynie dans les médias sociaux. Donc vous ne pouvez plus dire le contexte de violence conjugale peut être pensé en fonction des paradigmes traditionnels. Il faut absolument tenir compte des dérives extrémistes et des discours polarisants si vous voulez comprendre ce qui se passe en violence conjugale. Donc, pour les jeunes qui sont aussi touchés par la misogynie, ce qui se passe en ce moment au niveau des gangs, donc le paysage traditionnel, pensez à toute l'alarme dans le milieu scolaire qui est très importante. Il y a eu des meurtres à l'automne, des professeurs blessés, et ça va continuer. Et ces temps-ci, il y a des concours sur les médias sociaux en Amérique à qui fera la plus belle tuerie de masse dans une école. Donc, on parle de phénomènes extrêmement préoccupants. Ces phénomènes-là, donc tuerie de masse et violence dans les écoles et violence de gang, sont maintenant très liés. Donc, c'est des vases communicants. Et sont en changement rapide, au point que même nos forces de sécurité sont un peu déstabilisées. Ce n'est pas évident parce que les gangs traditionnels, les bleus et les rouges, qui étaient liés d'ailleurs à des instances de crime organisé, sont maintenant remplacés à Montréal par les gangs numéros, donc les gangs d'autobus, qui ont des dynamiques de fonctionnement qui sont totalement différentes et qui sont beaucoup, beaucoup plus imprévisibles, qui sont directement liées au discours en ligne, au discours circulant, et à des phénomènes de glorification de la violence qui ressemblent beaucoup à celles qu'on a dans les tueries de masse. Donc, vous voyez, pensez, OK, c'est de la violence de gang, donc ce n'est pas de la violence extrémiste, c'est de la violence extrémiste, donc ça n'ira pas en gang ou en tuerie scolaire, ou c'est de la violence misogyne, donc ça n'a rien à voir ni avec la sécurité nationale, ni avec les gangs. Tout ça maintenant est faux. Donc, il faut penser au travers des silos, ça ne veut pas dire que les spécificités qu'on avait avant sont fausses, mais faire des liens entre tout ça, et ça c'est urgent de les penser parce que la transformation de ces phénomènes de violence va beaucoup plus vite que nos études. Donc, un deuxième point, penser au travers des silos. Le troisième point que je voulais vous amener, encore une fois, on peut travailler beaucoup plus. Là, je vous donne des choses, je vous invite à réagir. Vous pouvez être évidemment en désaccord avec ce que j'amène. Un dernier point, c'est la question des réponses individuelles et institutionnelles en ce moment. Individuelles, institutionnelles et évidemment politiques. Alors, certains d'entre vous, des écoles, des centres de services scolaires sont en ce moment aux prises avec des événements qui sont extrêmement traumatiques, extrêmement déstabilisants et qui provoquent, à juste titre, dans le personnel scolaire, enseignants, direction et autres, énormément de peur et aussi de la colère. Alors, le premier message, la peur est légitime. Elle est normale, elle est justifiée jusqu'à un certain point. Il y a un certain danger. Mais attention, le premier message, c'est la peur est une très mauvaise conseillère. Et pour ça, est-ce qu'on a des données là-dessus? Absolument. Je ne vous fais pas de la philosophie. On a des données depuis Columbine aux États-Unis. Donc, Columbine et les tueries de masse dans les écoles qui ont suivi ont amené un backlash sécuritaire extrêmement important avec détecteurs de métaux, professeurs armés, gardes sécuritaires amenés, etc., etc. Donc, toute l'escalade, détection des élèves potentiellement violents, tout ça a été désastreux. Donc, non seulement ça donne pas, ça coûte très cher,
ça ne donne rien, ça empire le problème. Alors, je pense que c'est important parce que quand des professeurs se font poignarder, c'est normal qu'on ait envie de dire est-ce qu'il faut des détecteurs de métal, est-ce qu'il faut des gardes armés à l'entrée des classes, qu'est-ce qu'il faut, hein? Donc, avoir peur est normal, c'est légitime, mais attention, le premier message, c'est la peur est mauvaise conseillère. Il y en a d'autres, beaucoup plus forts et puissants, donc les États-Unis, qui sont allés là. L'échec est manifeste. Qu'est-ce qui marche? Donc, l'autre chose qui ne marche pas, et ça, c'est une discussion qu'il faut qu'on ait avec le système judiciaire, on l'a certainement avec Pinel ces temps-ci, avec qui on travaille de proche, c'est le fait de dire punir le désespoir ou la révolte. Non seulement ça ne marche pas, mais c'est très dangereux. Donc là, je ne veux pas du tout dire qu'il ne faut pas appliquer la loi et que la loi n'est pas la loi, qu'il ne faut pas punir des offenses, il le faut. Donc, la loi est la loi, les systèmes judiciaires existent, elles ont une bonne raison d'exister. Mais ça n'est pas une solution et ça peut souvent aggraver les choses. Hein, si vous mettez un jeune, et ces temps-ci, c'est plein de ça, qui fait des menaces suicidaires ou qui fait même des gestes homicidaires et de menaces de tuer des gens dans des actions d'éclat avec manifeste ou non, etc. Si vous le mettez en prison pour des menaces, il va rester de quelques mois à quelques années. Quand il sortira, il sera encore jeune et il sera encore beaucoup plus enragé. Donc, punir le désespoir pour des gens qui n'ont plus rien à perdre et surtout pas leur vie eux-mêmes, ou demander à un conjoint violent qui n'a plus rien à perdre de garder la paix et de rester loin, ça ne marche pas, ça n'est pas efficace. Au contraire, c'est reculer et quelquefois augmenter le danger. Donc ces deux principes-là dans ce qui ne marche pas, la peur est mauvaise conseillère et attention, les solutions juridiques pour l'instant, les solutions de punition, elles peuvent être nécessaires, on est dans un système, dans un état de droit et il faut parfois punir des gestes illégaux, mais attention, ça ne règle pas le problème. Donc ça, c'est le deuxième message. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Mais penser ensemble, et je pense que le guide de l'IRIPI invite à ça, mais penser que notre train va à grande vitesse, et donc il faut penser tout à grande vitesse, penser ensemble et avec les jeunes, donc limiter les réponses sécuritaires, elles sont inefficaces. On en a forcément, mais je pense qu'on a des bonnes conversations à avoir, entre autres avec les acteurs de la sécurité à Montréal. Créer des environnements inclusifs et soutenants, ça marche. Et ça, il y a beaucoup de données probantes là-dessus. Et là, au niveau des écoles, vous êtes vraiment au premier plan. Donc, plus un environnement scolaire est inclusif et soutenant, plus vous diminuez le risque de violence. Ça, c'est très, très bien démontré. Donc, exclure des élèves qui sont violents parce qu'ils ont posé des gestes de violence, c'est dangereux. C'est ce qui s'est passé pour Columbine. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup de tueries de masse. Donc, ce n'est pas parce que vous mettez un élève dehors que vous diminuez le risque pour votre école. Vous l'augmentez. Si vous incluez la personne en l'entourant et en la soutenant, en passant par-dessus la peur, là, vous diminuez énormément le risque. Donc, c'est des choses dont il faut qu'on puisse parler ensemble. Mais ça, c'est bien démontré. Et bien sûr, soutenir les équipes écoles. On ne demande à personne de faire de l'héroïsme, ni de nier sa peur, ni de nier le risque de la peur. Si après un assassinat dans une école, il y a des menaces au sujet des professeurs sur les réseaux sociaux, c'est sérieux, c'est normal que les gens ont peur. Il faut accompagner, soutenir les équipes écoles. Ce n'est qu'avec des équipes écoles qui vont bien qu'on peut s'adresser à la question de la violence, qui est une question éminemment sociale. Et bien sûr, relancer, et ça je pense que le guide de l'IRIPI le fait très bien, la solidarité, la créativité, en laissant une place, et là il y a toute la question des sujets sensibles, hein, comme certains d'entre nous, je Gavaudet, d'autres ont beaucoup travaillé, en laissant une place pour l'expression de la dissension. Donc ça, ce sera le défi dans les universités. Les universités font face à ce défi-là en ce moment. Dans les collèges et au niveau des écoles, avec des collègues à McGill, parce qu'on a nos propres problèmes dans le domaine. On voulait faire un séminaire cette année. Alors, il y a eu trop de choses à faire, mais ça s'en vient. En anglais, c'était Dialogue and Dissent. Donc, comment est-ce qu'on peut dialoguer tout en étant en désaccord? Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Est-ce qu'on peut parler
et survivre à nos désaccords, survivre à nos désaccords sur le vaccin, survivre à nos désaccords sur le sanitaire, survivre à nos désaccords autour de la loi 96, survivre à nos désaccords sur la laïcité. Voulez-vous que j'en nomme d'autres? Nous avons énormément de raisons d'être en désaccord. Et je pense que le fait d'y survivre et de ne pas s'entretuer, c'est déjà une réussite. Alors commençons par ça. C'est de se dire, est-ce qu'on peut s'en parler plutôt que soit de le taire et de le censurer, ce qui amène à s'entretuer après. Donc, je pense que la question de pouvoir se parler de nos désaccords et d'y survivre, c'est très important. Bon, voilà, c'est peut-être ce que je voulais partager avec vous ce midi, en remerciant et en félicitant encore l'IRIPI et bien sûr le ministère de l'Éducation pour ce beau travail.